Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce webinaire Sommeil et parentalité, des conseils pour des nuits apaisées. Je suis Fabrice Bouzon, je travaille à MQT Française Sud, c'est nous qui organisons ces webinaires récurrents. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gwenaëlle Dupérou, qui est psychologue clinicienne, qui va vous faire la présentation sur cette thématique qui vous a intéressé. Je vous donne quelques conditions un petit peu d'accès. Donc, du coup, toutes les questions seront dans le chat. Si vous ne savez pas où est le chat, c'est le petit bouton qui est juste en dessous avec les petites bulles. Vous pouvez l'activer. Je vais mettre un petit message, hop là, de bienvenue dans le chat pour vérifier que tout le monde le voit. Vous pouvez y répondre directement. Pour des soucis de débit et de connexion, je vous conseille à tous de garder vos micros coupés et vos caméras coupées. Ça vous permettra de bénéficier d'un meilleur débit. Voilà, n'hésitez pas donc à dire bonjour dans le chat. J'attends encore une petite seconde parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Voilà. Donc, bonjour à ceux qui nous récupèrent en cours de route. Donc, du coup, les conditions, ça va être toutes les questions dans le chat. On répondra aux questions à la fin. Gonal se fera un plaisir de prendre le temps d'y répondre. N'hésitez pas à stocker vos questions dans le chat pendant la présentation. Il n'y a pas de souci avec ça. Je vous rappelle de couper vos micros et vos caméras pour favoriser le débit Internet qui peut être un peu faible selon où vous habitez. Merci à tous d'être venus. Donc, la Mutualité française qui présente ces webinaires est heureuse de vous accueillir. Je vous rappelle que la Mutualité française, c'est la Fédération des mutuelles à but non lucratif. Et je vous laisse la main à Gwenaëlle pour la présentation sur sommeil et parentalité. Bonjour à tous, donc moi c'est Gwenaëlle Dupérou, je suis donc psychologue avec une spécialité au niveau des liens familiaux et psychologie des actes. Donc effectivement, là on va parler de parentalité, on va parler du sommeil, on est en plein dedans. Donc je vais vous partager le diaporama et je vais le commenter. Et ensuite on pourra échanger évidemment à la fin de ce webinaire qui est très court, qui va durer une petite vingtaine de minutes. Donc on va effectivement essayer d'explorer le plus rapidement possible et puis après échanger en fonction de vos demandes. Fabrice, je te laisse me confirmer que le diaporama démarre. Vas-y, Hop, partager. Tu me dis si c'est OK pour toi. Est-ce qu'on voit tout? c'est en train d'arriver. Doucement. Ça arrive un peu flou. Il faut juste le temps que la connexion se fasse. Oui, Non, effectivement, c'est flou, c'est curieux. c'est flou. Je me demande si c'est pas un souci de débit de chez toi. Parce que tout à l'heure, ça marchait bien. Essaye de passer une slide pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est Là, mieux. c'est Allez, mieux? reviens sur celle d'avant. Voilà, fallait le Voilà, temps que ça se fasse. Allez, je te laisse la main. ça marche. Merci, à tout à l'heure. Alors, hop, je vais baisser ça. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour donc parler du sommeil et de la parentalité. On va essayer d'avoir quelques petits conseils, mais avant, évidemment, de pouvoir donner les petits conseils, il va bien falloir qu'on sache un peu plus de choses sur le sommeil. Donc, hop, je vous propose qu'on commence par parler du rythme du bébé. Ensuite, alors attendez, hop, voilà, je vois beaucoup mieux quand c'est comme ça, parce que j'avais mon visage en plein milieu. Alors, on va commencer par parler du rythme d'un bébé, le rythme classique pour comprendre un petit peu justement ses besoins. Ensuite, on va évidemment comparer avec le rythme de l'adulte pour comprendre pourquoi ça peut cafouiller un petit peu. Les conséquences, bien sûr, du manque de sommeil. On va essayer de trouver quelques petits outils pour mieux dormir pendant cette période de vie. On va parler du postpartum, puisqu'effectivement, le manque de sommeil peut éventuellement être un des facteurs à risque. Donc, on développera un petit peu par la suite. Et en fait, on fournira avec les projections, bah, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a compris tout ça sur le sommeil et surtout, est-ce que ça va durer? Alors, le rythme du bébé. Alors, le rythme du bébé, je vais vous le faire dans les grandes lignes, c'est-à-dire vraiment du nourrisson jusqu'à l'adolescence pour comprendre effectivement cette évolution, parce que on parle toujours de sommeil parentalité, on imagine toujours un bébé, mais vous avez des enfants assez tard hein, qui dorment mal, parfois jusqu'à l'adolescence. Donc, c'est important de savoir un petit peu quel est leur besoin, évidemment, à ce moment-là de vie. Alors, on va commencer par le nourrisson. Alors, nourrisson, c'est la période qu'on parle effectivement de la naissance jusqu'à 23 mois. C'est vrai qu'on a toujours l'idée du nourrisson tout petit, mais en fait, le mot nourrisson correspond à cette période de vie, donc jusqu'à 23 mois. Donc, tout au début, le bébé peut dormir jusqu'à 16 heures par jour. Alors, ce serait génial si c'était 16 heures d'affilée, mais vous avez bien compris qu'en fait, les bébés, c'est 16 heures par jour, mais pas d'affilée. Ils vont se réveiller
à peu près, effectivement, toutes les 3 heures. Et évidemment, jour-nuit c'est quelque chose, c'est une notion qui est totalement inexistante. Donc, effectivement, toutes les 3 heures, on est réveillé. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se nourrir, mais comme ils ont besoin, évidemment, de pouvoir utiliser aussi toute leur force, ils vont devoir dormir. Donc, ça nous fait un sommeil entrecoupé quand même toutes les 3 heures. C'est assez compliqué. Mais oui, 16 heures par jour, ça paraît beaucoup. Et je pense que pour les jeunes parents, ils n'ont pas l'impression que le bébé dort autant. Mais c'est parce que, comme on dit, on n'a pas le même rythme et on va le voir juste après. Alors, jusqu'à 40% des bébés ne dorment pas encore 8 heures d'affilée. Et quand je dis 8 heures d'affilée, je parle de la nuit, bien sûr, jusqu'à 1 an à peu près. Hein. On a vu au départ, on fait des petites siestes le matin, l'après-midi, évidemment, dans les premiers mois. Ensuite, l'après-midi seulement. Mais c'est surtout ce sommeil entrecoupé pendant la nuit qui pose question. Et on voit 40% quand même des bébés qui ne font pas 8 heures d'affilée pendant la nuit. C'est ce qui va impacter le plus le parent, les parents. Alors, un peu plus tard, tu vois, 24 mois à 12 ans, hein, voilà, le sommeil conseillé. On dit bien conseillé parce qu'effectivement, d'un enfant à l'autre, on va voir que les besoins sont un peu différents. Donc, on est entre 10 et 13 heures de sommeil au niveau du besoin. Donc, 10 à 13 heures, c'est pareil, ça paraît long, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la sieste hein, dans ces 10 à 13 heures. De 6 ans à 12 ans, il y a moins la sieste l'après-midi, voire plus du tout. Là, on est plutôt de 9 heures à 12 heures la nuit. Donc d'affilée, hein, c'est pour ça qu'on conseille quand même de coucher l'enfant tôt parce qu'il a besoin de plus de temps de sommeil que nous. Donc évidemment, il n'est pas question de coucher l'enfant à 22-23 heures, sachant que bah, entre 6 et 12 ans, la sieste, elle n'est pas forcément possible. Et à l'adolescence, eh bien, nos jeunes ont besoin encore de pas mal de sommeil, hein, entre 8 et 12 heures selon nos ados, ce qui reste quand même un temps assez long. Hein, donc, c'est pour ça qu'ils vous paraissent toujours fatigués. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une période où, au niveau du développement, il y a une accélération aussi. Et donc, ben, il faut récupérer, il faut avoir des ressources. Et mine de rien, pourquoi on a des gamins qui vont dormir jusqu'à midi parfois? Mais parce qu'en fait, c'est un temps dont ils ont besoin, mais ils ont tendance à se coucher un peu plus tard. Donc, on décale le tout. Et 8-12 heures, quand on se couche à 23 heures, voire minuit, malheureusement, dans les cas moins formels, eh bien, oui, ça va déborder sur la journée. Alors, nous, en tant qu'adultes, on a un rythme évidemment un peu différent. On va avoir deux moments de vie. Hein. Alors, jusqu'à 64 ans, on est bien évidemment, encore une fois, sur des moyennes. Tout le monde est différent. Jusqu'à 64 ans, en gros, jusqu'à l'âge où on arrive à peu près à la retraite, on estime qu'un adulte dort entre 7 et 9 heures par nuit, en tout cas au niveau de son besoin. On va déterminer une différence entre les adultes qui sont courts dormeurs, ce qu'on appelle courts dormeurs. C'est bizarre comme terme, mais c'est comme ça, courts dormeurs et longs dormeurs. Donc ceux qui ont besoin de peu de temps pour récupérer, ceux qui ont besoin de plus de temps. Et c'est là qu'on va évidemment trouver des variations. Maintenant, la qualité du sommeil, évidemment, joue beaucoup, mais globalement, normalement, quand tout va bien, les conditions pour un sommeil qui soit réparateur, qui soit optimal, entre 7 et 9 heures par nuit. Après 64 ans, un petit peu une baisse de mélatonine, globalement, un adulte va dormir entre 7 et 8 heures, voire moins parfois. Parce que, comme je disais, on a la mélatonine qui fait un petit peu défaut. Et ben, bien souvent, les personnes qui sont plus âgées vont avoir tendance à avoir des petits traitements pour les aider à dormir, parce qu'il y a des choses qui ne se font plus tout à fait toutes seules. Alors ça, c'est pour le rythme de l'adulte. Donc là, vous voyez bien la différence entre le rythme du bébé, de l'enfant, et le rythme de l'adulte. Nous, on a besoin de ce sommeil réparateur d'un temps qui est d'affilée. Forcément, quand on est avec un bébé, comme lui, son sommeil est entrecoupé toutes les 3 heures, bah, nous, ça nous casse dans notre rythme, dans notre sommeil, et c'est pour ça qu'on est vite fatigué. Malgré le fait que le bébé dorme plus longtemps que nous sur la totalité, le fait que notre sommeil, lui, soit entrecoupé, va forcément jouer sur notre façon de récupérer, et c'est pour ça que la fatigue arrive. Alors, on va regarder rapidement les conséquences de ce manque de sommeil. Alors, évidemment, la première conséquence qui aura échappé à personne, c'est que quand on est fatigué,
on est un tout petit peu soupe au lait. Donc, effectivement, on parle d'irritabilité, on perd la patience, on va se fâcher, on va pleurer, souvent de débordement de nerfs, hein. En fait, on est à fleur de peau. Véritablement, nos ressources n'étant pas totalement remontées, on a beaucoup de mal à pouvoir canaliser nos émotions et on va évidemment être beaucoup plus sensible et notre seuil de tolérance est atteint beaucoup plus rapidement. Pour les cas les plus avancés, on peut observer des troubles alimentaires, des personnes qui vont mal manger, qui vont beaucoup plus manger pour essayer de récupérer de l'énergie de façon un peu pulsionnelle, bien souvent pas forcément des bonnes choses, hein, des choses plus grasses, plus sucrées, ou des personnes pour lesquelles ça va complètement couper l'appétit et qui vont moins manger. Donc c'est effectivement assez dangereux parce que tous nos repères sont chamboulés. En plus, comme le sommeil est entrecoupé, vous avez parfois malheureusement des parents qui vont manger pendant la nuit, au moment où même où ils sont éveillés, et ça casse le rythme et la stabilité dont nous avons besoin. Manque d'hygiène élémentaire, bah oui, quand on est sur les premières semaines, premiers mois du bébé, avec un bébé qui a du mal à faire ses nuits ou qui en plus, voilà, peut-être va pleurer beaucoup parce qu'il y a des coliques, parce que le lait ne convient pas ou autre, on va retrouver des parents qui vont avoir une fatigue tellement importante qu'ils vont avoir du mal même à prendre soin d'eux et à se laver. C'est-à-dire que voilà, prendre une douche ou prendre soin, ça va être compliqué. Ça peut évidemment la fatigue, le manque de sommeil, là pour le coup à tous les âges, on parle de parentalité aujourd'hui, mais là on va parler effectivement de tous les âges quand il y a un manque de sommeil. Ça va évidemment nuire au bon fonctionnement cognitif, donc du cerveau. On va avoir des troubles de la mémoire. Notre attention n'est plus active. Donc, récupérer une information sur laquelle je me suis pas, que j'ai pas encodée correctement, sur laquelle j'ai pas pu m'arrêter suffisamment pour la retenir, évidemment, ça va créer des problématiques. On peut retrouver une espèce d'hypervigilance, un espèce de stress, de tension. C'est-à-dire que parfois, quand on est trop fatigué, on n'arrive pas à dormir, justement. On est là, on est finalement hyper vigilant à tout ce qui peut se passer dans la maison. On est à fleur de peau. On va effectivement, voilà, on va trembler, on va sursauter. On va avoir évidemment le corps qui va, qui va, qui va être anxieux, donc qui va sur une transpiration qui peut être plus forte. On est comme dans une espèce de vulnérabilité et le corps n'arrive pas à relâcher parce que comme il se sent fatigué et fragile, il est forcément du coup dans une vigilance plus importante pour éviter d'être dans le danger. Ça, c'est notre côté primaire hein, qui prend le dessus dans ce moment-là. Donc, ça peut être assez dangereux parce que finalement, ça peut durer assez longtemps et on voit que malheureusement, dans les cas les plus graves, on peut aller jusqu'à de la dépression puisqu'on perd complètement ses repères et le sens. Alors, hop. Alors, on va essayer de trouver quelques outils pour ce meilleur sommeil. En tout cas, on parle encore une fois de la parentalité, mais il va y avoir une petite partie qui peut aussi jouer sur le sommeil un peu plus tard. Alors, quand on a un bébé qui vient d'arriver, si le couple est en bonne intelligence, si on est deux, essayer d'alterner une nuit chacun, par exemple, ça permet de pouvoir aussi s'appuyer sur l'autre et peut-être d'avoir un sommeil sur la longueur qui puisse ne pas être entrecoupé de façon récurrente quand on le peut. Alors maintenant que les papas ont un temps au niveau de congé paternité plus long, en tout cas, au moins pendant les premières semaines, c'est quelque chose qui peut se faire. Avant, on avait les papas qui devaient reprendre le travail assez vite, donc c'était compliqué aussi de pouvoir faire cette alternance. Mais là, aujourd'hui, quand ils ont un peu plus de temps, au moins pour les premières semaines, ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place. La collaboration, bien sûr, on est deux. Donc, si on est deux, on collabore. Pendant qu'il y en a un qui prépare, l'autre donne le biberon. Pendant qu'il y en a un qui couche, qui change les couches du bébé, ben, en fait, voilà, on essaye de faire en sorte qu'une tâche chacun pour se soutenir, parce que mine de rien, se soutenir, c'est aussi se renforcer. Et du coup, le sommeil, la fatigue est moins lourde. Donc, c'est important, effectivement, de le vivre ensemble, le vivre à deux. Quand on n'a pas forcément le couple ou quand le couple ne suffit pas, vous avez aussi des gens des cultures pour lesquelles la famille est très, très présente. Vous avez parfois des familles dont vous avez la belle-maman, la grand-mère qui vient pendant les premiers mois s'installer à la maison pour relayer un petit peu la maman. Donc ça se fait. Si évidemment c'est trop lourd, ben, vous pouvez aussi de temps en temps faire en sorte que la famille ou les amis proches prennent le relais quelques heures, c'est-à-dire voilà, on leur laisse une petite après-midi, une petite matinée ou un peu plus si on arrive à se séparer un peu plus de l'enfant pour avoir des moments de calme et des moments de repos.
Et effectivement, ça peut aussi fonctionner la journée. C'est-à-dire que, bah, comme je le dis, hein, quand on a par exemple la grand-mère à la maison, bah, elle peut prendre le relais et on retrouve la collaboration dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment voilà, pour les premières semaines, les premiers mois du bébé. L'idée, c'est de se faire soutenir le maximum quand on peut. Ça, je vous dis, le couple, quand il existe, la famille, quand elle peut être présente, les amis proches, bien sûr, c'est une question de confiance. Et parfois, ben, on n'a pas tout ça à côté, donc il va falloir qu'on arrive à s'aider nous-mêmes. Pour s'aider nous-mêmes, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de suivre le rythme du bébé. C'est-à-dire que là, il va falloir relativiser énormément toutes nos grandes convictions de la maison doit être super carré, tout bien rangé, tout comme ça. On va devoir bénéficier au maximum des temps de pause. Et si vous avez un bébé qui arrive à dormir 2 ou 3 heures, eh ben, on essaie de se caler un peu sur les siestes du bébé parce que mine de rien, 2 ou 3 heures de plus de sommeil, ça peut être quelque chose qui peut faire du bien et permettre de récupérer un petit peu. Les micro-siestes, alors c'est micro-siestes, on parle d'une vingtaine de minutes, 30 minutes maximum pour pas tomber dans un sommeil profond. Eh bien ça, alors j'ai envie de dire que ce soit quand on a un bébé ou même quand on a des problèmes de sommeil un peu plus tard, la micro-sieste, c'est très bénéfique. On a toujours l'impression que ça paraît très très court, 20 minutes, mais c'est très revigorant et en fait, vous avez beaucoup de gens qui le font après le repas du midi et c'est même parfois conseillé aussi dans les entreprises. Les micro-siestes, ça permet de pouvoir reposer le corps, de faire une petite pause, de se régénérer, mais pas tomber dans un sommeil profond qui, lui, va au contraire vous enfoncer davantage dans la fatigue. Donc, ne pas négliger ces petits temps qui paraissent pas grand-chose, mais mine de rien, si vous dormez une vingtaine de minutes plutôt que d'aller lancer la machine à laver à ce moment-là, ben, vous aurez quand même un avantage. Et la machine à laver, on pourra le faire un peu plus tard. Mais si vraiment la sieste est indispensable, il faut vraiment relativiser et vraiment réorganiser, comme je dis, nos grandes idées sur le fait que tout doit être carré. Parce que, bah, comme on dit, la santé physique et la santé mentale, c'est important aussi pour accompagner l'enfant et puis pour ne pas basculer parce que bah, l'enfant grandit, mais nous, si on accumule de la fatigue derrière, on va avoir du mal à l'accompagner paisiblement. Ça peut créer du conflit dans le couple également, donc il faut être prudent de ce côté-là. On peut, et ce qui est conseillé, c'est dans les moments où vous pouvez, c'est de faire des activités. Alors, activités, attention, on s'entend, on va pas faire des trucs de fou non plus, mais des activités calmes et agréables qui reposent. En fait, il faut vraiment essayer d'être dans le calme. Quand on est nerveux, qu'on est fatigué, qu'on est dans quelque chose d'agité, ça marche pas. Il faut quelque chose de calme, d'agréable. Surtout de ne pas rester complètement inactif du matin au soir, c'est-à-dire c'est pas juste poser dans le canapé avec le bébé et puis regarder dans le vague, ça ne fonctionne pas pour se régénérer. Le bébé sent quand vous n'êtes pas bien, le bébé sent quand vous êtes déstabilisé, donc lui-même va être aussi un peu plus agité. Donc il faut tenir compte effectivement de cet effet miroir qui crée un cercle vicieux. Partager des moments avec le bébé, c'est aussi peut-être l'emmener promener, aller marcher ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure, aller prendre l'air, ou simplement avoir des jeux, quand voilà, on va le toucher, on va travailler justement ce lien, lui passer des petites crèmes, des choses comme ça, des moments calmes, ça peut être 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, sortir. Comme je dis, aller prendre l'air aussi. Même si le bébé dort dans la poussette, il prend l'air aussi. Et si le bébé vous sent calme, il sera plus calme également. Et vous allez voir que ça sera vraiment beaucoup plus intéressant de passer du temps et vous allez récupérer beaucoup plus, évidemment, en énergie. Il ne faut pas négliger vraiment cet effet miroir, hein. Et si on peut, et là c'est évidemment le petit bénéfice d'avoir la famille ou les amis à côté, bah, si on arrive à se caler une petite heure pour aller passer du temps juste avec le conjoint ou la conjointe, ça permet de se renforcer. On coupe un petit peu de ce côté, j'allais dire, mécanique de je biberonne, je donne le bain, je le change, je biberonne. Et voilà, il faut casser parfois un petit peu la boucle. Donc 1 heure de temps en temps, passer du temps avec le conjoint, réussir à faire confiance à pouvoir confier son enfant, peut-être comme le dit à la famille ou à des amis proches sur un temps court, mais essayer de faire en sorte que la vie, elle puisse continuer aussi et ne pas tourner dans ce cercle vicieux qui souvent joue sur les humeurs quand même, hein. Il faut garder un rythme personnel. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, marcher.
marcher, ça permet aussi que le corps, lui, soit en mouvement, pas simplement sur les petits pas qu'on fait dans la journée, à passer de la table allongée au lit, du lit au canapé, etc. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, allez vous promener, même si c'est une demi-heure. Mais en fait, le corps, lui, du coup, il travaille en entier. Ça permet d'améliorer la qualité du sommeil. Même si le sommeil est court, la qualité est importante à pas négliger. Donc, on garde un repère jour-nuit aussi. C'est-à-dire que bah, comme ça, le fait d'aller prendre l'air, on voit un peu plus de luminosité. Ça joue sur les humeurs. Ça permet peut-être, au fur et à mesure aussi, de montrer à l'enfant la différence entre le jour et la nuit. Donc, en fait, on fait d'une pierre deux coups. Ça peut être très intéressant. Mais même si c'est un temps très court, ça permet de se rendre compte aussi de ces différences. Alors, au niveau de la caféine, évidemment, le réflexe, ça va être de prendre du café ou des choses comme ça pour dire il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Mais en fait, malheureusement, vous impactez la qualité de votre sommeil. Donc, si on peut éviter ou limiter l'apport en caféine, votre sommeil il sera de meilleure qualité, plus réparateur et plus efficace finalement que ce fameux café dont on a effectivement, je veux dire, le fantasme de la vertu en se disant, voilà, je vais prendre du café, ça va me faire tenir. Malheureusement, il faut prendre effectivement le deuxième effet que ça a et il faut pouvoir vous focaliser davantage sur le fait de récupérer et pas forcément de vouloir tenir à tout prix. C'est pour ça que je vous dis, les micro-siestes, il ne faut pas les parasiter. Les repas légers, alors, il faut qu'ils existent d'une façon récurrente, hein, c'est-à-dire on essaye de tenir quand même un rythme matin, midi, soir pour le repas. Léger, pourquoi? Parce qu'effectivement, dès que vous allez dormir, ne serait-ce qu'une heure, il ne faut pas que la digestion ou le poids sur l'estomac vous gêne. Il faut que ce soit suffisamment régulier pour que vous ayez les apports dont vous avez besoin, mais il ne faut pas que ça le parasite non plus. Alors évidemment, ça va de soi, mais je l'ai noté quand même, pas d'alcool. L'alcool, ça impacte les humeurs, ça impacte notre vigilance, ça impacte plein de choses. Et c'est évidemment totalement déconseillé quand le sommeil est limité et court. Garder le maximum de routine du sommeil. Hein, quand on va dormir, on ne dort pas dans la lumière, on va dormir dans le noir. On va essayer de dormir dans son lit de préférence, de façon à garder toujours le symbole de, voilà, quand je dois dormir, c'est dans ma chambre. Sinon, bah voilà, si on dort un peu partout, on va casser justement le rythme. Et alors, le cycle jour-nuit, il va être comme le bébé, hein, totalement anarchique. Donc, essayez de faire en sorte que bah, la journée, c'est la journée, la nuit, c'est la nuit. Mais quand on dort et qu'on dort, qu'on a vraiment envie de dormir, on ne va pas dormir sur le canapé à 20 heures le soir. On va essayer d'aller dans son lit et on va privilégier d'être dans le noir pour garder évidemment nos repères le plus possible intacts. Éviter les écrans. Bon, connaissez un petit peu, on nous en parle beaucoup, ça stimule un petit peu trop sur le plan cognitif. Donc, pour pouvoir avoir un sommeil qui n'est pas parasité par des ruminations ou des fils de pensée trop actifs, on va éviter les écrans avant d'aller dormir. Parce qu'il y a des personnes qui vont s'allonger, je fais ma petit moment de pause et je vais scroller un petit peu, mais malheureusement, ça vous tient en éveil et c'est pas bon, ça ne permet pas un sommeil de qualité et surtout pas réparateur. Si vous avez des insomnies, parce que ça aussi, ça va être voilà, ça dépend des personnes. On parle de vraie insomnie, c'est-à-dire vraiment l'incapacité de dormir. Vous vous levez, ça n'a rien de tourner dans le lit de vous agacer. Vous vous levez, mais vous restez dans une ambiance, j'allais dire, voilà, dans la pénombre, dans une ambiance qui amène le sommeil pour réactiver évidemment l'envie de dormir. Donc les activités que vous allez faire à ce moment-là vont être très calmes. Hein, on va peut-être plier le linge tranquillement, assis, mais toujours un peu dans la pénombre. Ça peut être effectivement, de marcher un petit peu. Mais on essaye de faire en sorte de faire revenir le sommeil, mais dans le calme. Dans le calme surtout. Si vous mettez la télé, que vous êtes sur le téléphone, vous êtes sûr que ça ne fonctionnera pas. La lumière, ça réactive et dans les cas d'insomnie, c'est dévastateur. Alors, petite alerte au niveau du postpartum, parce qu'effectivement, on y pense toujours. Hein, on se dit attention, manque de sommeil, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors déjà, petite précision, le postpartum existe chez tout le monde. Le postpartum, ça désigne le moment de la fin de l'accouchement jusqu'au retour du cycle menstruel normal, c'est-à-dire le retour des règles de la maman. Donc celui-là, il existe. Il y a effectivement pendant cette période-là, changement physique. Il se passe après l'accouchement, diminution de l'utérus hein, qui reprend sa place et sa taille. Donc c'est assez rapide, donc c'est forcément assez usant en énergie aussi. Peut-être parfois des cicatrisations, hein, si on a subi une épisiotomie, une césarienne. On a les montées de lait, on a la poitrine qui change également, hein, ça peut être douloureux, ça peut changer effectivement la physionomie du corps également. Donc tous ces changements demandent évidemment de l'adaptation, adaptation psychologique et physique, et donc forcément des ressources et de l'énergie.
Découverte aussi de cette mise en place de la relation mère-enfant. On devient parent. Il faut mettre en place, on rencontre l'enfant, l'enfant nous rencontre, et ça, effectivement, c'est aussi un changement. Il y a un nouveau statut, place dans la famille, place dans la vie, de façon générale. Et forcément, arrivent les nouvelles questions, les nouvelles angoisses, toutes les responsabilités. Et si, et qu'est-ce qui va se passer, et pourquoi, etc. Et ça, bien évidemment que ça peut être assez envahissant. Je vois l'heure, je vais avancer assez vite. Alors, malheureusement, quand cette période bascule vers une dépression, c'est ce qu'on appelle cette fameuse dépression du postpartum, à ne pas mélanger avec le baby blues. Baby blues, c'est pas une dépression. Le baby blues, c'est effectivement cet état de fatigue dont on a parlé juste avant, avec tout effectivement ce qui peut se passer comme changement physique, psychologique et émotionnel. On a ce petit baby blues qui arrive. La dépression postpartum, c'est beaucoup plus profond. Une dépression, c'est vraiment impactant. Alors, faut pas négliger, hein, les papas sont aussi concernés. On a entre 10 et 20% des parents qui peuvent développer cette dépression postpartum jusqu'à un an après l'accouchement. Donc, ça ne se passe pas forcément sur les premières semaines là, qui nous séparent de l'accouchement jusqu'au retour des règles, mais ça peut arriver jusqu'à un an après l'accouchement. On sent à ce moment-là un débordement émotionnel, une tristesse récurrente, une humeur déprimée, voire dépressive, une anxiété, on a peur de tout. On est dans l'hypervigilance. On pense qu'il va y avoir un danger. Donc, en fait, on ne sait pas d'où il vient, mais dans le doute, on surveille de partout et tout est remis en question. On ne se sent pas compétent, on ne se sent pas capable parce que finalement, on est tellement tout le temps j'allais dire, sur le front que, on se dit, mais est-ce que je vais y arriver? On manque de confiance en soi, on doute sur les capacités de prendre soin du bébé, de l'autre, de soi-même. On se dit, waouh, je suis tellement fatiguée que je ne suis pas sûre de pouvoir atteindre toutes les informations que je connaissais pour me mettre en sécurité ou mettre en sécurité l'autre, qui est souvent le bébé, bien sûr. Le lien avec l'enfant peut être très difficile à créer. Et ça peut perturber énormément du côté moral aussi, et les attentes, les exigences de la famille ou de la société, et ça peut être compliqué. Un épuisement qui va au-delà de la fatigue, c'est un épuisement émotionnel également, pas simplement physique. Concentration et l'attention perturbée, ça va de soi, trouble de l'alimentation. Mais attention, effectivement, là, pourquoi je parle de la dépression postpartum pour le sommeil. Quand le sommeil devient impossible, pas évidemment une nuit ou 2 nuits, mais vraiment sur la durée, même quand le bébé dort et que les ruminations tournent dans tous les sens, posez-vous la question où j'en suis, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais avec ça. Ce que vous devez faire avec ça, c'est que dès que vous avez le moindre doute sur est-ce que je suis juste fatiguée ou est-ce que je suis en train de basculer sur un état dépressif, postpartum notamment à ce moment-là, il faut en parler tout de suite pour pouvoir justement enrayer le phénomène. Donc, on parle de psychoéducation. Vous pouvez en parler aux médecins, mais pas que aux médecins, à la famille, aux amis, aux proches. Comprendre comment le corps fonctionne et comment, effectivement, quand je dis l'esprit, je parle effectivement sur le plan émotionnel. Ça permet de trouver des outils, pouvoir s'adapter, apprendre à prendre soin de soi. Et puis surtout avoir un espace de parole où c'est entendable d'être mal. Et c'est ne pas péjoratif et on ne va pas en vouloir à la personne de se sentir mal, sachant que tout son environnement et ses conditions de vie ont changé. Il faut être tolérant avec soi-même. Alors, hop, la projection, qu'est-ce qui va se passer après tout ça, une fois que tout le rythme est en place, que bébé arrive à dormir? Eh bien oui, on se rend compte qu'en fait, normalement, c'est une période qui ne dure pas. Elle dure quelques semaines, quelques mois parfois, et le bébé grandit et s'épanouit. Quand ça dure plus longtemps, c'est qu'il va falloir faire quelques petits réajustements ou comprendre un peu quelles sont les conditions de vie. Donc, c'est intéressant toujours pareil d'aller en parler pour essayer de comprendre un petit peu ce qui peut parasiter le sommeil de l'enfant et le vôtre, avec toutes les terreurs nocturnes ou les angoisses au moment du coucher, la nuit, etc. Normalement, l'enfant, quand il grandit, il dort plus la nuit, hein, plus d'affilée, il dort mieux, aussi parce que son rythme alimentaire est différent et qu'il n'a plus besoin nécessairement de manger au milieu de la nuit, puisqu'il mange suffisamment la journée et le corps prend un rythme classique. Il devient autonome. Dormir seul dans son lit, c'est indispensable pour l'évolution psychique, physique et sociale. L'enfant doit se découvrir, doit s'identifier, doit s'autonomiser et surtout se faire confiance. Donc, ça se fait progressivement.
Le cododo, c'est quelque chose qui est très sympa à faire, qui est très intéressant, mais qui doit progressivement partir vers quelque chose où l'enfant devient autonome. Alors, on a évalué entre 6 mois et 1 an le moment où c'est intéressant de pouvoir amener l'enfant à dormir dans son lit. En fait, le cododo, ça nous permettait de pouvoir être attentif et tout de suite présent dès que l'enfant avait besoin, mais dès que l'enfant est capable de bouger et de se mettre, lui, en sécurité sur le plan physique, être à l'aise, se sentir mieux, se sentir bien. En gros, quand il arrive à se mettre sur le dos ou sur le ventre tout seul, ben, on peut commencer à l'amener à dormir dans son lit tout seul et petit à petit stopper ce fameux cododo. Donc, important de pouvoir l'amener tranquillement. Si ça dure plus longtemps, et comme je dis, s'il y a d'autres types d'angoisses qui arrivent par rapport à tout ça et que vous avez des enfants qui vont dormir avec le parent pendant parfois jusqu'à 5, 6, 7 ans, parfois un peu plus en fonction d'eux, il faut toujours s'interroger qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les angoisses? Comment est-ce qu'on peut accompagner l'enfant? Et on peut le faire, hein. Je reçois plein d'enfants dans ces cas-là. On trouve des outils, on trouve la confiance et c'est important d'en parler. C'est pas tabou. Il y a beaucoup de parents qui sont démunis face au sommeil de leurs enfants et non pas simplement de leur bébé. Et oui, ça impacte aussi le sommeil des parents d'enfants plus grands que les nourrissons. Donc à ne pas négliger et dans ces conditions allez en parler et allez chercher les outils. Il y en a, je vous assure, je reçois beaucoup d'enfants dans ces conditions-là et on y arrive. On y arrive et dans le calme et la sérénité et non pas dans la contrainte et la peur. Hop. Je vais regarder si je peux retrouver le chat. Voilà, hop. J'espère que tout le monde m'a bien entendu. Oui, on a eu Est-ce- quelques petites ruptures, mais globalement, ça a bien fonctionné. Ah bon, alors ça va. T'inquiète pas. Euh, J'ai est-ce pas vu de questions dans le chat. N'hésitez pas à en poser maintenant si vous avez des questions sur ce qui s'est dit. Nous avons un petit peu de temps, n'hésitez pas. Voilà. Je vais en profiter du coup pour te demander peut-être de mieux expliquer le cododo parce que faut bien comprendre que le cododo, c'est pas dans le même lit, peut-être. Faut bien préciser ça. Eh oui. Le cododo, ça peut être effectivement d'avoir le berceau ou le lit du bébé collé au lit ou dormir dans la même chambre que l'enfant. Hein, le cododo, c'est pas simplement le fait d'avoir le bébé en peau à peau, c'est vraiment l'avoir, par exemple, vraiment à disposition. Je saute du lit, je suis dans le lit du bébé si vous voulez. Il y a même des parents, j'ai vu, qui avaient collé deux grands matelas côte à côte pour que toute la famille dorme ensemble. Bon, c'est le cas souvent quand il y a des jumeaux ou que vous avez plusieurs petits en bas âge. Et c'est une mauvaise idée, surtout quand l'enfant est capable de se débrouiller. Donc le cododo, évidemment, il va représenter plusieurs façons de faire. Il faut vraiment que l'enfant puisse apprendre à se faire confiance et avoir confiance en vous d'une façon inconditionnelle. Donc, même dans son propre lit, dans son propre espace, ça lui permet de pouvoir aussi travailler sur ses peurs primaires que nous avons tous et être un enfant apaisé et serein. Bien souvent, ce sont les peurs des parents qui impactent aussi. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à venir en parler de façon à trouver des outils qui vous apaisent également. Écoute, je vois toujours pas de questions. Je vais du coup, moi, mettre une petite pastille supplémentaire sur la qualité du sommeil. Une chose à ne pas négliger du tout aussi, c'est la température des pièces de repos. Tout à fait. Voilà, Très bonne qui sont réflexion. souvent surchauffées. Bon, en fait, j'ai fait un truc là-dessus hier, c'est pour ça. Voilà, Ouais. la température des chambres sont très souvent surchauffées. En fait, comme expliquait Gwen, le cerveau a besoin de repères pour comprendre qu'il faut dormir, que c'est la nuit. Et les deux plus gros repères qu'a notre cerveau, c'est la lumière. Donc effectivement, là, il y a des parasitages de lumière qui peuvent être tout simplement soit nos ampoules électriques ou les écrans. Le fait de regarder Et la oui. télé très tard va stimuler le cerveau et va croire qu'il fait encore jour. Mais aussi la température de coucher. Naturellement, l'être humain, à l'origine, on dormait dehors, donc baisse de la lumière et baisse de la température. Donc, si vos chambres sont surchauffées ou chauffées un peu trop, mais que toute la maison est chauffée un peu trop, le corps ne se rend pas compte qu'il doit rentrer en veille. Donc, si vous avez Et des difficultés de sommeil aussi, pensez à réguler la température. c'est pour ça aussi que nous changeons pour dormir. La température de notre corps est différente quand nous dormons. Vous avez vu, si on ne dort pas habillé, on dort en pyjama. C'est bien parce que, effectivement, généralement, les pyjamas ont une qualité différente des habits de la journée pour le confort, mais pas que.
Parfois, ça permet effectivement de se soir des tissus qui sont moins épais ou plus épais selon effectivement le moment de l'année. Mais le pyjama est aussi un rythme. Je veux dire, voilà, ça symbolise le fait que je vais me coucher. Alors, pour que l'enfant ne s'endorme pas le jour-nuit, doit-on le faire dormir le jour avec les volets ouverts ou entrouverts? Alors, quand c'est la nuit, vous gardez, quand c'est la nuit, on ferme, ferme. Quand c'est la journée, un petit peu entrouvert, justement. Alors, pas sur les premiers moments, comme je dis, un nouveau-né ne fait pas la différence entre le jour et la nuit, mais petit à petit, effectivement, au moment des siestes, on garde une espèce de petit, voilà, comme je dis, pénombre, mais pas nuit totale, justement pour pas qu'on soit dans un endormissement qui soit trop profond non plus, parce que, bah, vous avez vu, un enfant qui peut dormir toute l'après-midi, c'est compliqué. Donc, plutôt la pénombre que la journée, et vraiment le noir la nuit, pour petit à petit que le cycle circadien, donc le cycle jour-nuit, se mette en place. Et comme je dis, on ne se prend pas la tête sur les nouveau-nés parce qu'ils n'ont pas cette notion-là. Mais effectivement, au bout de quelques semaines, c'est important, même pour vous, en fait, de faire la différence. Et symboliquement, le fait d'aller dans la chambre du bébé, là où elle est toute noire, bah, vous savez que c'est la nuit. Donc, vous, ça vous permet aussi de pouvoir être dans une vigilance différente. Et quand c'est l'après-midi et quand c'est le matin, bah, vous savez que c'est la nuit. Pour vous, ça vous aide aussi. Je vois pas d'autres questions. De toute façon, si vous avez des difficultés au niveau du sommeil, surtout de l'enfant, n'hésitez pas à en parler avec le pédiatre, hein. Il est aussi là en tant que référence. N'hésitez pas à aller chercher aussi de l'aide en extérieur. Si vous avez besoin d'un soutien, notamment psychologique, je vous rappelle qu'il y a le dispositif Mon accompagnement psy, qui est proposé par la Sécurité sociale, qui propose 12 séances de psycho remboursées par la Sécu. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, vous allez sur le site d'amélie.fr ou le site spécifique de la Sécurité sociale qui s'appelle monaccompagnementpsy.fr, c'est spécifique, et dessus, vous aurez la liste de tous les psychologues qui ont signé la convention avec la Sécurité sociale pour ce dispositif. Il y a une autre question? Je sais pas Alors, si quoi tu la répondre à vois. un parent? Oui, je vois. Quoi répondre à un parent qu'il souhaite qu'on réveille à la sieste pour qu'il passe une meilleure nuit? Ah, vous êtes nous, sans doute, non? Mhm. Ou alors la grand-mère ou le grand-père, je ne sais pas, c'est pas spécifié. Eh bien, effectivement, expliquer que si l'enfant dort trop longtemps, ça va justement décaler son cycle et qu'il est là, on est là aussi pour leur apprendre et pour effectivement que que c'est meilleur pour sa santé dans le sens où la digestion aussi va être, ouais, bah oui, je voyais bien par rapport aux questions. Par rapport, voilà, par rapport à la digestion, par rapport au sommeil, il y a plein de choses en fait, hein. Le sommeil, ça impacte énormément. Voilà, tous les chants et tous les rythmes. Donc, il faut parler du rythme du bébé, mais pas que des rythmes du sommeil, mais aussi de son rythme physiologique complet. On ne digère pas la même chose la nuit, c'est pour ça qu'on mange plus léger le soir. Voilà, on va effectivement manger peut-être en se levant de la sieste, un petit peu, mais pas la même chose que. Donc, parler du rythme physiologique. euh, donc, c'est voilà, essayer de faire en sorte que le temps de sommeil soit suffisant pour l'enfant mais qu'il ne déborde pas trop. En fait, si vous avez un enfant qui a besoin de plus de sommeil, qui dort bien la journée et qui dort bien la nuit, on fait partie des enfants, comme je le dis, avec les 2-3 heures d'intervalle qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà, ça va être des longs dormeurs, comme on dit. Mais ça, normalement, on le voit depuis le début. On sent hein, effectivement ces enfants qui ont besoin de dormir un peu plus. Mais voilà, faut que la sieste soit raisonnable. Alors, certains parents demandent à ce que leurs enfants soient couchés à heure fixe, matin, après-midi. Doit-on pas faire en fonction de l'enfant? Alors, oui et non. Le fait d'avoir une régularité, ça stabilise effectivement le rythme de l'enfant. Après, il faut tenir compte des conditions. Si par exemple, ça a des conditions où l'enfant il a été changé d'environnement pour X raison, il y a eu des vacances, la famille, voilà, l'école parfois aussi, bah là, on va évidemment tenir compte de la fatigue de l'enfant. Bien sûr, on ne va pas le torturer à lui dire non, tu dois dormir que dans une heure, n'y va pas. Mais dans la mesure du possible, quand on est sur un rythme qui est plutôt stable et récurrent. Là, on va essayer de simplement de te dire les horaires. Mais bien sûr, on va tenir compte des conditions. Si l'enfant il a mal dormi la nuit pour X raison, qu'il a été un petit peu malade, ou comme je vous dis, il y a eu un peu plus voilà, là, on est sorti davantage, on a eu de la famille, on a eu des amis. Bien sûr que là, on va tenir compte plus de l'enfant, sachant que c'est ponctuel et qu'on est hors quotidien.
Quand le quotidien, c'est ritualisé. Dans les moments où l'enfant il est plus fatigué, c'est ponctuel, il n'y a pas de souci. Évidemment, on va pas le torturer, hein. Je me fais le garant de la montre, hein. S'il n'y a Ouais. pas d'autres questions, il va falloir arrêter, puisqu'il faut qu'on lâche la visio pour autre chose. Gonel, je te remercie d'avoir participé. Je te dis à Avec bientôt. plaisir, On pas de se verra souci. sur une prochaine. Je remercie tous les participants d'avoir participé. Je vous rappelle que les webinaires Mutualité Française Sud ont lieu de manière récurrente. Vous allez sur le site mutualitéfrançaisesud.fr. Dans la rubrique événements, vous trouverez tous les ateliers qui ont lieu en présentiel, puisqu'on fait des ateliers en présentiel, ou les ateliers en distanciel comme celui-ci, ou nos webinaires que vous trouvez de manière récurrente. Merci à tous Alors, de votre je réponds juste participation. Oui. en une phrase pour l'heure d'été, l'heure d'hiver. Ah, Calez-vous sur l'alimentation. Quand je vous ai dit sommeil, alimentation, physiologie, calez-vous sur l'alimentation. Il faut que ça se corresponde. L'enfant, il a des repères. À quel moment je dors par rapport à quel moment j'ai dormi, j'ai mangé. Calez-vous sur l'alimentation. On essaye de faire glisser un petit peu et vous allez voir, ça va passer. Voilà, très juste bien. parce que je viens de le voir. Pas de souci. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous Merci à et je tous. coupe le webinaire. À bientôt. Au revoir.